Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. On vit dans une société capacitiste. Donc lorsqu'on utilise l'argument des cas marginaux envers des personnes qui sont capacitistes, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc au lieu de renforcer les droits des animaux, on en vient à fragiliser à la fois les droits des animaux et à la fois les droits des personnes qui ont des handicaps. Donc c'est, comme tu l'as dit, un couteau à double tranchant. Ça peut aller dans les deux sens. Et donc en tant que tel, il faut se le rappeler, ce n'est pas un contre-argument qui est suffisant pour faire la démonstration de la valeur des animaux. Épisode 37, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Le capacitisme, on parle aussi de validisme, est probablement l'une des oppressions les plus invisibilisées. Et pourtant, elle est absolument centrale pour comprendre comment nos sociétés hiérarchisent les individus en fonction de leurs capacités réelles ou supposées. Pour mieux saisir les enjeux du validisme et du handicap, je vous encourage déjà vivement à écouter ou réécouter les épisodes crossover diffusés dans Comme un poisson dans l'eau, l'épisode « Le handicap est une construction sociale » avec Charlotte Puiseux dans Présage, et l'épisode « Traquer le validisme en chacune de nous » avec Juliette dans Devenir woke. Vous les retrouverez dans les échanges d'été en remontant le fil du podcast. Je pense que les ponts déjà façonnés et encore à construire entre lutte anti-validiste et antispéciste sont vraiment fructueux et essentiels. Mais voilà, des tensions ont existé entre les deux mouvements. Donc, dans cet épisode, on prend à bras-le-corps les questions délicates qui peuvent expliquer ces rapports un peu tendus. Et c'est bien de garder en tête que dans des sociétés structurées par les oppressions, et notamment par ces deux-là, le spécisme et le validisme, on a très vite fait malheureusement de reproduire les rapports de pouvoir qui nous avantagent. C'est pas pour rien qu'on parle de lutte sociale. Et ici, vous le savez, on se pose et on prend le temps de déplier les questions complexes. Et ça tombe bien, mon invité Frédéric Côté-Boudreau apporte un éclairage d'une grande finesse sur les limites de certains arguments et de certaines manières de dénoncer le spécisme qui reproduisent parfois des logiques capacitistes. C'est donc un épisode important pour qu'on apprenne à mieux faire du côté de l'antispécisme et qui permet aussi de voir à quel point les liens entre ces deux luttes sont précieux pour transformer nos sociétés vers plus d'égalité et de justice. Vous avez écrit l'article Capacitisme dans l'ouvrage La pensée végane, coordonné par Renan Larue, dans lequel vous parlez des tensions qui existent et où ont existé entre droits des animaux et droits des personnes handicapées. Et peut-être que déjà je peux vous demander de définir le capacitisme pour qu'on soit bien au clair. Et aussi en France, on parle plutôt de validisme en général. Est-ce que c'est la même notion? Est-ce que c'est la même chose, capacitisme et validisme? Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Dans les deux cas, on parle d'une discrimination, marginalisation, même oppression des personnes en fonction de leur handicap, en fonction de leur capacité. Peut-être la différence, c'est qu'au Québec, on est moins habitué de dire personne valide ou invalide. Ça fait pas partie de notre vocabulaire. J'ai vérifié auprès des associations qui défendent des personnes qui ont des handicaps. C'est pas un terme qui est très fréquent. Donc, capacitisme, peut-être plus une traduction directe de l'anglais, mais ça appelle plus directement au fait que c'est selon les capacités que l'on fait une hiérarchie ou une discrimination. Mais effectivement, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est vécu par les personnes qui ont des handicaps, que ce soit des handicaps physiques, des handicaps évidemment intellectuels, cognitifs, voire même aussi des handicaps sociaux. Donc, ils ne concordent pas exactement à notre vision d'être humain ou de la manière dont on construit nos sociétés, et pour ces différentes raisons sont marginalisés ou opprimés. Exactement. Et alors, vous m'aviez raconté que, en passant quelques mois en Australie pendant votre thèse, vous avez assisté à plusieurs événements autour de la pensée anticapacitiste. Oui. Et je crois que vous m'aviez dit que vraiment on pouvait sentir dans l'air pendant ces événements que si vous parliez d'antispécisme, en fait l'antispécisme était vraiment très mal perçu par les milieux anticapacitistes. Oui, exactement. C'était à ce moment-là de mon parcours, je travaillais surtout sur les droits des animaux. Je trouvais qu'il fallait que je m'enrichisse davantage, et donc j'ai réussi à faire un stage de 3
3 mois à Sydney, en Australie. Et lorsque je me présentais justement à ces conférences, à ces congrès, que je passais du temps à discuter avec les chercheurs et les chercheuses qui travaillaient sur les études critiques du handicap, lorsque je mentionnais que je travaillais sur les animaux, je recevais des regards très inquiets, très suspects, comme si je n'avais pas ma place parmi ces gens-là. Et je devais justement expliquer au contraire que je m'intéressais aux liens, que je voyais beaucoup de concordances, de possibilités de militer ensemble, de faire avancer des causes. Et je devais aussi expliquer pourquoi est-ce que je n'étais pas associé à Singer. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va citer Peter Singer dans sa tâche. Je critique beaucoup de ses idées. Il fallait que je mette ça au clair pour qu'on ait un peu plus une conversation, parce qu'effectivement, les relations sont à couteau tiré. Au moins depuis les années 80, c'était parti sur un mauvais pied, sur comment penser les droits des animaux, l'éthique animale, et comment penser les droits et l'éthique des personnes qui ont des handicaps. C'était vraiment parti sur des mauvais termes. Et je pense que ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on comprenne pourquoi il y a eu de tels problèmes, de telles tensions entre ces deux mouvements, qui pourraient naturellement beaucoup plus s'entraider. Du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est parti d'un mauvais pied? Qu'est-ce qui a fait que ça a été mal formulé ou en des termes qui permettaient pas finalement d'échanger de la façon la plus fructueuse et convergente possible avec les mouvements anticapacitistes? Je pense que ça retourne beaucoup autour à une certaine manière de penser qui est mise à l'avant par le philosophe Peter Singer, qui est assez majeur effectivement sur notre réflexion en éthique animale. Mais la manière dont il parle des personnes qui ont des handicaps, souvent pour faire une analogie, pour formuler un argument, et ensuite ce qu'il a dit aussi dans le reste de ses travaux en bioéthique, ça a été très mal reçu par les personnes justement qui sont plutôt du milieu du handicap. Donc notamment l'argument, c'est l'argument des cas marginaux. Je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse un peu. Oui, et justement, partons sur cet argument, je pense vraiment que c'est important qu'on prenne le temps de le déplier, parce que c'est un argument qui a pris vraiment une place majeure en éthique animale, qui a été présenté par des philosophes qui ont voulu montrer que le spécisme était injustifié, était arbitraire, et qui ont utilisé dans leur exemple le cas des personnes handicapées. Est-ce que peut-être vous pouvez m'expliquer ce que dit cet argument-là, justement ? C'est souvent l'argument des cas marginaux, c'est souvent la carte maîtresse, c'est la première objection qu'on en dresse lorsqu'on a une discussion sur le statut moral des animaux. Donc pour le formuler, l'argument, d'abord, c'est souvent dans une conversation avec une personne qui cherche à défendre la suprématie humaine ou sinon, à tout le moins, la valeur intrinsèque des êtres humains. Donc cette personne va expliquer que l'être humain est supérieur aux animaux parce qu'il possède la propriété X. Donc X, ça peut être la rationalité, n'est-ce pas? On les connaît. Rationalité, conscience de soi, langage articulé, abstrait, symbolique. Ça peut être cette peur existentielle de la mort. Ça peut être la réciprocité morale, la capacité à signer un contrat social. Trouvez ce qui vous arrange, mais tant que ça exclut les animaux. Et donc là, la deuxième étape des spécistes, c'est d'expliquer que cette propriété est essentielle à l'être humain. Or, les autres animaux ne la possèdent pas, et pour cette raison, les êtres humains ont une valeur intrinsèque, et non les animaux. Et là, le fameux argument des cas marginaux, en fait, techniquement, c'est un contre-argument. C'est une objection à ce qu'on vient d'entendre. On a un spéciste qui vient de défendre la valeur intrinsèque de l'être humain et qui exclut les animaux, et là, on leur brandit cette idée de cas marginaux. Regardez, il y a des êtres humains qui défient la règle que vous venez de proposer. Notamment les enfants, les jeunes enfants n'ont pas encore la rationalité, la capacité à parler, à entrer en réciprocité morale. Ça inclut aussi les personnes qui ont certaines déficiences intellectuelles, pas toutes, mais sans doute quelques-unes. Et ensuite, peut-être même des personnes âgées séniles qui ont perdu leur capacité d'autonomie, peut-être moins de conscience de soi, mais à tout le moins de réciprocité, de comprendre moins qu'est-ce qui se passe. Et donc, on brandit ces exceptions, ces cas marginaux pour dire, mais est-ce que vous êtes en train de dire que ces êtres humains font moins partie de l'égalité humaine, n'ont pas une valeur intrinsèque? Et là, tout à coup, il y a une dissonance qui s'installe chez la personne qui a formulé l'argument sur la suprématie humaine. Comment à la fois exclure les animaux, mais ne pas exclure les êtres humains. Et justement, il n'y a pas beaucoup de manières philosophiques de le faire. Au point de vue logique, effectivement, on peut comprendre que beaucoup d'espèces animales non seulement partagent, voire même ont en plus grande proportion certaines de ces qualités. C'était notamment dit par Jeremy Bentham qui disait un enfant de 2 mois, etc., a beaucoup moins de capacité à parler qu'un cheval. On peut beaucoup mieux comprendre ce que le cheval a à dire, ainsi de suite. Et donc, cet argument-là, c'est un peu une carte joker, l'espèce d'atout qu'on a dans notre poche
pour justement réfuter cette idée de la suprématie humaine qui exclut, qui met en second plan les animaux, parce que ça ferait des torts à certains êtres humains. D'accord. On va venir à tous les aspects problématiques de cet argument, de la façon dont il a été présenté et de ses conséquences potentielles. Mais avant ça, je tenais quand même à dire à quel point il est puissant et que c'est pas anodin qu'il ait pris autant de place, j'ai l'impression, en éthique animale. Moi, je dois être honnête, en fait, je crois que c'est l'argument qui m'a rendu antispéciste. En étant convaincu du fait que les personnes humaines marginalisées ont un statut moral, ont des droits qu'il faut respecter, du coup, l'argument, il met vraiment en tension, il fait ressortir le caractère complètement arbitraire de, du coup, après ça, aller refuser ce statut moral et ses droits aux autres animaux. Ça montre à quel point on le refuse, en fait, pour des questions capacitistes qu'on n'accepterait pas pour les humains. Non, tout à fait, c'est un argument, en fait, un contre-argument très puissant. Je suis pas en train de proposer qu'il faut complètement le bannir de notre boîte à outils. Mais par contre, ça pourrait mériter qu'on s'y attarde un peu pour comprendre un petit peu quel bagage qui vient avec. Puis quels sont les risques posés par une telle objection. Mais en fait, pourquoi on parle de cas marginaux? Ça, en fait, le terme ne provient pas d'un antispéciste. Ça provient d'un philosophe libertarien qui s'appelle Jan Narveson dans les années 70. Et en passant, l'argument existe depuis l'Antiquité, là, il n'est pas nouveau du 20e siècle, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'on l'a plus formalisé. Et le terme comme marginaux provenait de Narveson, qui essayait d'expliquer justement, on a quand même ce prototype de l'être humain, rationnel, conscient de soi, pleinement développé. Puis il avait dit marginaux justement par voici un petit peu ces exceptions. Il avait en tête les enfants, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles surtout sévères et peut-être même des personnes âgées séniles. D'accord. Oui, donc marginaux au sens où ils correspondent pas à cette vision-là qui est souvent présentée dans les arguments spécistes, qui est censée définir l'humanité. Tout à fait. Et moi, je propose qu'il faudrait peut-être dire comme marginalisé parce que c'est problématique de reléguer à la marge certains membres essentiels de la communauté humaine. Oui, et ben justement, venons-en à ça, c'est la première objection que vous adressez, c'est les termes mêmes qu'on utilise et qui sont devenus canoniques dans la façon de parler de cet argument. Vous dites que c'est déjà un problème en fait de parler de cas marginaux pour désigner certaines catégories d'individus qui par ailleurs sont, ça tombe tout juste sur les individus qui sont marginalisés et qui sont opprimés dans nos sociétés, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est un travail nécessaire qui n'est pas toujours bien fait par les antispécistes. Qu'il faut utiliser cet argument-là, non pour dire, regardez, il y a une exception. Je vous ai pris effectivement en flagrant délit. Il faut plutôt rappeler, regardez à quel point l'argument que vous venez de proposer exclut, vient de relativiser l'idée même des droits humains parce qu'ils sont fragilisés tout à coup. Il y a certains membres de l'espèce humaine que vous reléguez au second plan. On va peut-être en parler dans l'annexe. Mais c'est comme s'il ne faisait pas partie de notre vision de ce qu'est un être humain. Et ça, c'est hyper problématique. Et il faut bien saisir l'occasion. Et je pense qu'on se mettra beaucoup moins à dos les personnes qui travaillent, qui militent justement pour les droits des personnes qui ont des handicaps, si on rappelle justement que cette vision de l'être humain est problématique. En fait, ça risque, si on valide ça dans les arguments de nos ennemis spécistes, idéologiques, ou nous-mêmes dans nos arguments, on vient valider finalement cette façon de créer des sous-citoyens, de distinguer au sein des humains de façon hiérarchique, ou d'avoir certaines normes de ce que c'est censé être un humain, qui sont en fait hyper discriminatoires, qui renforcent l'altérisation, notamment des personnes handicapées, des enfants, d'autres types d'individus infériorisés, c'est ça ? C'est un risque, à tout le moins. Puis je pense qu'il faut être conscient de ce risque, effectivement. C'est des fois interprété de cette manière-là. Et en fait, c'est même explicitement défendu par certaines personnes qui ont défendu les animaux. Donc, il faut savoir l'histoire, justement, de l'utilisation de cet argument. Et ça, effectivement, c'est pas toujours très bien compris, à mon avis, dans le mouvement antispéciste, parce qu'on l'utilise comme si c'était notre joker. Voici, on vient de régler le débat, alors qu'en fait, le débat, il est loin d'être réglé. On ne vit pas dans un monde qui considèrent comme des égaux les personnes qui ont des handicaps, par exemple. Ils sont vraiment marginalisés dans notre société et on prend pas le temps d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que vous dites ce serait mieux de parler à minima d'individus ou de cas marginalisés plutôt que marginaux pour dire c'est le processus de certains systèmes de domination, que c'est le résultat d'une marginalisation active en fait dans nos sociétés qui ont encore lieu, c'est ça? Oui, c'est ça. On a une très belle opportunité pour expliquer clairement à cet argument spéciste et aux gens qui défendent cet argument qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté lorsqu'on défend une certaine conception du statut moral. Il ne faut pas des marges. Il faut que tout le monde soit au centre sans qu'on se pose vraiment des questions si sévères et si difficiles. Donc, à mon avis, c'est ce qui devient intéressant. Mais un autre de ces problèmes, c'est dans sa forme logique. Sa forme logique n'est pas en train de directement défendre les droits des animaux.
En fait, même si ces fameux cas marginaux n'existent pas du tout, je ne sais pas dans quel monde possible, mais qu'on essaie tous, on venait au monde pleinement adulte, développé, sans jamais handicap. Même donc s'il n'y avait pas de cas marginaux, il faudrait trouver une manière de défendre les animaux. N'est-ce pas? Ce serait fondamental. Donc, il faut se rappeler de cet élément-là. Ça, on est assez capable, je pense, si on se revient à la valeur de la sentience, la vulnérabilité, on est capable. Mais donc, pour revenir, la forme logique de cet argument-là dépend de la valeur qu'on octroie, notamment aux personnes qui ont des handicaps. Et ça, c'est loin d'être gagné d'avance, et c'est pas toujours compris par les animalistes. On utilise cette carte comme si ça réglait la discussion, mais en fait, on vit dans une société qui est remplie de préjugés à l'égard des personnes qui ont un handicap, des préjugés plutôt défavorables, comme si c'était une situation tragique, ces personnes avaient moins de potentiel, vivaient une vie moins intéressante. On essaie politiquement de rattraper le retard, notamment depuis la Convention internationale de l'ONU sur les droits des personnes qui ont des handicaps, mais c'est un travail qu'on est en train de rattraper. On n'a pas construit nos villes en pensant à ces individus, les métros sont loin d'être tous adaptés, ainsi de suite. Donc, on vit dans une société capacitiste. En fait, le problème, pour qu'on entre un tout petit peu plus dans le détail, la raison pour laquelle ça peut aller dans les deux sens, c'est que l'argument il fonctionne sur l'idée qu'il faudrait appliquer le même traitement aux uns et aux autres si c'est le critère qu'on retient. Mais du coup, ça dit pas quel traitement il faut appliquer, ça dit pas forcément que c'est un traitement égalitariste avec tous les droits qui viennent avec, parce que on peut très bien revoir à la baisse tous les droits de tout le monde. Il fonctionne par comparaison. Et les personnes qui militent et qui font de la recherche au sujet du handicap sont très inquiètes parce qu'elles voient que c'est loin d'être une partie qui est gagnée d'avance. C'est une lutte en cours pour essayer de leur reconnaître plus de place, de défaire les préjugés. Et là, tout à coup, elles se font associer aux animaux qui subissent énormément de violence. De leur point de vue, c'est pas très clair qu'est-ce qu'elles ont à gagner de cette comparaison-là. Et c'est pour ça que il y a des philosophes qui ont reçu cet argument-là et qui ont dit mais je vais pas donner nécessairement plus de valeur aux autres espèces animales, mais je vais re-questionner la valeur que j'octroie aux personnes qui ont des handicaps. Je le ferai pas de gaieté, mais c'est vrai que s'il y a à choisir pour des expériences scientifiques, on a besoin de développer de la bonne science pour régler des maladies, bien peut-être que je devrais proposer qu'on choisisse des personnes qui ont des handicaps. Je le ferai pas avec joie, je pense que ça va rester tragique, mais c'est peut-être un moindre mal si on est capable de trouver des remèdes pour des maladies. Il y a un risque énorme en fait, parce que l'argument il est à double tranchant et il peut tout aussi bien se retourner contre les personnes en situation de handicap en fait, si les gens sont plus spécistes que anticapacitistes. Effectivement. Et en fait c'est malheureusement le cas parce que nos sociétés sont très spécistes et pas du tout antivalidistes encore, donc c'est dangereux de le faire, c'est ça? Effectivement, on est sur un terrain sensible, même si beaucoup de personnes explicitement ne sont pas très chaudes à nier à des personnes qui ont des handicaps certains droits fondamentaux, ben je pense qu'inconsciemment, nos préjugés sont très puissants. Et donc, ça a l'effet inverse. On est en train de tout à coup, plutôt que de donner plus de droits ou de valeur aux animaux, on est en train de relativiser certains droits à des êtres humains. Donc, l'argument n'a pas le même effet pour tout le monde. Oui, on vit dans cette idée que ce serait bien de donner les mêmes droits universels, mais les sociétés commencent un peu tranquillement à rattraper le retard. Malgré les conventions internationales, les droits fondamentaux, les chartes universelles, etc., le travail sur le terrain dans la vie de tous les jours n'est pas encore accompli. On vit dans une société capacitiste. Donc lorsqu'on utilise l'argument des cas marginaux envers des personnes qui sont capacitistes, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc, au lieu de renforcer les droits des animaux, on en vient à fragiliser à la fois les droits des animaux et à la fois les droits des personnes qui ont des handicaps. Donc, c'est, comme tu l'as dit, un couteau à double tranchant. Ça peut aller dans les deux sens. Et donc, en tant que tel, il faut se le rappeler, ce n'est pas un contre-argument qui est suffisant pour faire la démonstration de la valeur des animaux. Donc, il faut aussi apprendre à le varier. Et je pense que c'est assez clair l'idée que c'est pas juste un risque abstrait, parce qu'en fait, la discussion de cet argument dans la littérature philosophique a de fait, comme vous l'avez dit, suscité des réponses hyper capacitistes et des philosophes qui étaient prêts du coup à abandonner l'égalité humaine ou à dire que finalement on allait peut-être revenir sur et accepter des traitements complètement injustes du fait de cet argument-là. Enfin, du coup c'est dangereux en fait de jouer aux philosophes concernant des personnes qui sont systématiquement renvoyées hors ou à la frontière de notre communauté morale, parce que de fait il y a des réponses hyper capacitistes qui sont venues, et même des deux camps, j'ai envie de dire, du camp des philosophes qui voulaient défendre le spécisme, mais en fait aussi chez les philosophes qui ont argumenté contre le spécisme. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y avait parfois des arguments capacitistes qui étaient acceptés de toutes parts.
Exactement. Donc, on a parlé il y a un instant de Peter Singer, Oui. Philosophe majeur sur le mouvement de libération animale. Des fois pas toujours si bien compris du point de vue des personnes qui défendent les droits des personnes qui ont des handicaps, mais malgré tout, effectivement, Peter Singer, on oublie, il opère dans une hiérarchie du statut moral. Ce ne sont pas tous les êtres sensibles qui ont exactement la même valeur. Il propose une distinction entre les personnes et les non-personnes, notamment basée sur des critères de la fameuse propriété X que j'ai proposée plus tôt, rationalité, conscience de soi. Peter Singer parle plutôt de capacité à se projeter dans le futur, à former des plans de vie, etc. Et il le formule notamment sur la question de l'intérêt à rester en vie et à savoir est-ce qu'on peut être remplacé lorsqu'on est décédé. Selon Peter Singer, pour certains intérêts fondamentaux, surtout celui à ne pas souffrir, la sentience est suffisante. Tout être capable de ressentir de la douleur doit voir cet intérêt pris en compte de manière égale. En revanche, pour d'autres intérêts, et surtout l'intérêt à vivre, il opère une distinction au sein des êtres sentients, entre les personnes et les non-personnes. Pour lui, les personnes, définies comme des individus ayant une conscience d'eux-mêmes dans le temps, des désirs complexes et la capacité de faire des projets pour l'avenir, ont un intérêt plus fort à continuer de vivre que les non-personnes, qui n'ont pas cette conscience et qui vivent en quelque sorte toujours dans le présent. Cette distinction l'amène à défendre une position où la mise à mort d'un être sentient non-personne peut être moins moralement problématique que celle d'une personne, à condition qu'il n'y ait pas de souffrance infligée. Du coup, ça implique une hiérarchie où certaines vies comptent plus que d'autres en raison des capacités mentales des individus. Et c'est pour ça que cette position est critiquée pour son aspect capacitiste et pour les risques qu'elle fait peser sur certains individus humains ayant des handicaps cognitifs. Il disait ça à une époque, justement, pour dire peut-être qu'effectivement, il voulait pas avoir l'air trop radical. Je sais pas exactement quelles étaient ses intentions, mais il voulait dire, effectivement, on peut pas mettre tous les animaux sur un pied d'égalité à l'être humain. Donc, on va faire cette hiérarchie où est-ce qu'il y a des animaux qui sont simplement conscients, mais qui n'ont pas nécessairement la conscience de soi. Et c'est le cas aussi de certaines personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Faut aussi se rappeler, il faisait ce type de proposition dans des débats en bioéthique. Et effectivement, ça peut avoir son utilité, notamment sur les questions de l'avortement. Si on reconnaît le même droit à la vie chez tous les êtres sensibles, eh bien, il y a certains trimestres de grossesse qui peuvent créer des difficultés morales. Peter Singer abordait ça de plein fouet et ça lui permettait justement de dire l'avortement ne pose aucun problème moral si c'est fait sans douleur parce que ces entités-là, les fœtus, n'ont pas un intérêt à rester en vie. Mais par cohérence, il disait la même chose de certaines espèces animales et de jeunes enfants qui venaient de naître, etc. Cela dit, je pense qu'on peut aborder ces questions sur l'avortement sans avoir exactement la même théorie philosophique que Peter Singer. Il y a d'autres manières, effectivement, de justifier l'avortement. Mais c'était sa proposition. Et effectivement, on peut comprendre que, du point de vue des personnes qui défendent les droits des personnes handicapées, c'est pas très bien reçu. On est en train de dire que ce sont des non-personnes. Effectivement, beaucoup de personnes se sont senties visées, mais Peter Singer, il essaie de rappeler constamment, vous n'êtes pas visé si vous êtes capable de comprendre l'argument. Puis en fait, depuis qu'il a formulé ces idées-là, tout le long de sa carrière, il a continué à minimiser un petit peu cette importance-là, à la fois du handicap, mais à la fois aussi des animaux. La conscience de soi, maintenant, il le reconnaît, je pense, jusqu'aux poissons. Donc, effectivement, il se met à jour sur la littérature scientifique. Et donc, on ne sait plus tellement très bien qui sont ces non-personnes qui n'ont pas un droit à rester en vie. Mais à tout le moins, ce que je voulais nous rappeler ici, que peu importe le bien fondé de ce type de distinction philosophique, on peut comprendre que c'est mal reçu. Ça génère de la résistance. En fait, ça réactive aussi le fait que ces personnes se battent pour voir reconnaître la dignité de leur vie. Exact. Qui se battent littéralement pour leur vie tout le temps, et c'est pas du tout un acquis dans la société. Donc forcément, si ça semble venir fragiliser ça, c'est très difficile à recevoir. Exactement. Puis, c'est que ça participe aussi... Ça perpétue l'invisibilisation des personnes qui ont un handicap. Et ça a été développé justement par des chercheuses comme Lisa Carlson, de rappeler, nous vivons dans une espèce d'exploitation conceptuelle. Avec l'argument des cas marginaux, on utilise la figure du handicap comme étant quelque chose d'abstrait, comme étant un argument et non une réalité qui est vécue par de nombreuses personnes qui n'ont pas toujours la vie facile dans nos sociétés. Donc, on exploite les personnes qui ont un handicap, mais pour essayer de faire des gains pour un autre groupe que sont les animaux, mais sans se soucier vraiment de quel est le statut, quelle est la réalité des personnes qui ont un handicap. Donc, c'est une exploitation conceptuelle. On pourrait même faire référence à une autre notion développée par des antispécistes comme Carola Adams, le référent absent.
Elle a utilisé cette notion pour parler que on exploite les animaux sans vraiment réellement faire référence à eux-mêmes. On mange de la viande et non le corps d'un animal. Donc, c'est un référent absent. Mais on a exactement le même phénomène ici. On parle du handicap, mais on parle pas des personnes qui ont un handicap en tant que tel, sans s'intéresser à leur point de vue. Et c'est assez fascinant quand même lorsqu'on prend le temps de remarquer. Peter Singer, à chacun de ses livres sur l'éthique animale, il prend le temps de décrire sur plusieurs pages les méthodes d'exploitation, l'industrialisation, ce que subissent les animaux dans les laboratoires, dans les cirques, etc. Et on le sait lui-même, il a milité dans la rue, il est allé visiter des sanctuaires pour voir de quoi ont l'air les animaux de ferme lorsqu'ils sont plus dans un centre d'exploitation. Donc, il prend le temps de se familiariser et de militer pour les animaux. C'est pas très clair, du moins, je n'ai pas vu de témoignage en ce sens. Est-ce qu'il a pris le temps de visiter les personnes qui ont des handicaps dans leur communauté, de prendre le temps d'échanger avec ces personnes-là ou de comprendre ce qu'elles vivent? Il n'a pas offert la même sensibilité. Et ça a été très mal reçu aussi. Il aurait pu faire un peu cet effort de faire du bénévolat, de passer une semaine dans un centre et apprendre à les connaître. Et non, il les parle de ces personnes en faisant référence à des traités médicaux, des rapports médicaux plutôt, comme si ça épuisait ce qu'il y avait à dire sur leur vie biographique, sur leur ressenti, sur leur vision du monde en tant que tel. Donc effectivement, ici, il y a une asymétrie au sens du souci philosophique. Ah oui, d'accord. C'est là la raison pour laquelle on peut parler d'exploitation conceptuelle, c'est que l'instrumentalisation, elle repose sur le fait qu'on parle du handicap comme un cas d'étude, en fait, comme un truc hyper abstrait, et pas comme un sujet qui mène à une oppression concrète dans la société, le capacitisme, à des réalités de vie, à des difficultés propres, et où il y a des choses à en dire, au-delà de juste le prendre comme un cas d'analogie qui va permettre de dire des trucs pour défendre les animaux, c'est ça? Exactement, c'est une analogie, mais ce n'est pas un cas à part entière. Et ça, c'était le constat très désolé lorsque, en philosophie, je parle de ma spécialité, les chercheuses commençaient à travailler sur le handicap en disant, lorsque je consulte les index et tous les livres de philosophie sur le handicap, mais en fait, on parle de nous dans l'éthique animale, et c'est à peu près tout. Et aussi quelques exceptions en philosophie politique sur certains contextes, mais en général, l'handicap est absent de la philosophie. Donc, je pense que ce serait intéressant d'écouter ce que ces personnes-là ont à dire, leurs préoccupations. Comment ça se fait qu'on a complètement mis de côté la question du handicap lorsqu'on réfléchit à nos sociétés et à la justice et même à ce que c'est qu'être un être humain. D'ailleurs, c'est ça, pour comprendre un peu mieux ces tensions, je pourrais recommander l'article de Harriet McBride Johnson dans le New York Times. C'est un assez long article dans lequel elle partage un petit peu sa rencontre avec Peter Singer. À un moment donné, elle a été invitée à un cours de Peter Singer avec une conférence devant tous les étudiants de Peter Singer. Et tous les amis de Harriet McBride Johnson, elle-même était en chaise roulante. On lui disait lorsqu'elle était jeune qu'elle allait pas vivre au-delà de 10 ans, qu'elle allait souffrir toute sa vie. Et elle-même, elle était très heureuse d'être en vie, d'accomplir des choses extraordinaires. Mais on lui disait, mais tu t'en vas dans le camp de l'ennemi, là. Comment tu vas faire pour parler à une personne comme Peter Singer? Et elle-même s'attendait au pire. Mais finalement, elle relate dans son article que les échanges étaient super intéressants. Il était un être humain extraordinaire. Et elle a pris du temps pour justement passer du temps avec lui, de faire le tour du campus. Mais effectivement, elle constatait, il n'avait pas l'air de connaître vraiment bien les arguments, l'éthique, justement, qui sont développés dans le champ de recherche au sujet du handicap. Et on peut s'en désoler. Évidemment, on peut pas être instruit dans tout. Mais il a tellement utilisé cet argument des cas marginaux, ça a eu des répercussions réelles sur ces vies-là, sur ces personnes. Je pense que ça mériterait qu'on s'intéresse à ce qu'elles ont à dire. Oui, il y a cette question-là aussi de le faire, mobiliser cette question du handicap, sans que ce soit jamais au bénéfice des personnes concernées, au moins aussi, ou sans vraiment s'assurer que c'est pas du passé, que c'est pas une question réglée, le validisme, et vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas des conséquences négatives sur les personnes concernées dans l'utilisation de cet argument. Je crois effectivement que si on est capable d'avoir ça en tête, on serait capable d'utiliser l'argument avec beaucoup plus de tact et en même temps sans nuire à cette cause contre le capacitisme. On serait même probablement capable de les aider. Pas emprunter leurs arguments pour les mobiliser, les instrumentaliser, mais de renforcer, de rappeler justement l'existence de ce mouvement, qui est une lutte qui n'est pas encore gagnée. Oui, en fait, du coup, vous dites à minima de ne jamais le faire sans référer peut-être à la littérature anticapacitiste, sans rappeler leur mot d'ordre, leur combat, sans rappeler la présence et l'existence très prégnante dans nos sociétés du validisme. C'est vraiment des choses importantes à rappeler si on veut pouvoir mobiliser cette question à minima, c'est ça? Effectivement, il y a une possibilité de le faire, puis on ne le fait pas souvent.
Et j'ai l'impression, là vous parlez d'un tort par omission, le fait de ne pas parler par ailleurs de cette question-là qu'on mobilise, mais sans rentrer dans le détail de ce que ça représente vraiment. Et vous parlez aussi dans un chapitre d'ouvrage de tort par association. J'ai l'impression que c'est un risque supplémentaire quand on mobilise cette analogie-là, de pas suffisamment prendre en compte qu'en fait ça peut réactiver un processus qui est au cœur du validisme d'association des personnes handicapées aux animaux. En fait, l'animalisation, ça concerne la plupart des personnes opprimées humaines qui sont toujours ramenées aux animaux ou comparées à certains animaux ou aux animaux en général, et c'est un des vecteurs de leur oppression ou de leur dénigrement. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte, peut-être quand on mobilise cet argument-là un peu facilement en prenant cette analogie. Effectivement, j'ai l'impression que dans une société qui s'approprie à une échelle astronomique le corps des animaux, qu'on discute à peine de leur point de vue, de leurs besoins, qu'on parle seulement d'eux en termes de souffrance, mais non en termes de plaisir, de possibilité de point de vue, ça peut avoir l'effet effectivement de relativiser les capacités, les possibilités, les revendications des personnes qui ont un handicap. Donc c'est assez malheureux là-dessus. Je comprends un petit peu leur hésitation. Et aussi, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais effectivement, on va trouver des arguments spécistes lorsqu'on lit la littérature, justement, des personnes qui ont un handicap. Ça se présente à certains points, effectivement, elles essaient de se mettre un petit peu cette distance-là par rapport aux animaux, mais j'aimerais ça en même temps en profiter pour rappeler que ça, c'est toujours fait avec, à mon avis, le plus possible avec tact. Souvent, ces personnes-là vont rester agnostiques. Elles essaient de dire, je ne sais pas quoi penser exactement des animaux. J'ai l'impression, effectivement, que c'est horrible. Tout ce que j'ai là-dessus, je ne peux pas le cautionner, mais je peux pas non plus participer à vos luttes, à vos revendications, parce qu'en ce moment, moi, ce qui me préoccupe, c'est le sort des personnes qui ont un handicap, et je veux défendre leur droit à la dignité, leur intégrité, et des fois, malheureusement, elles le font en insistant sur certaines capacités humaines. On peut trouver ça spéciste, mais on comprend un petit peu, surtout lorsqu'on s'intéresse à l'historique de marginalisation, d'oppression, d'institutionnalisation des personnes qui ont un handicap intellectuel et même des fois physique simplement. On peut comprendre effectivement leur crainte de retomber dans des grosses formes de violence qu'on a connues, y compris récemment. Une autre chose, j'ai l'impression qu'on a constaté dans les réponses à cet argument-là en philosophie que les gens qui voulaient défendre le spécisme disaient « Ah oui, mais ces personnes marginalisées, justement, certes, elles n'ont pas le critère qu'on met en avant, mais elles en ont le potentiel. Elles ont cette capacité en potentiel. Donc, par exemple, les enfants vont devenir des adultes ou, chose encore plus problématique, j'ai l'impression qu'elles ont tendance à dire les personnes avec un handicap, elles auraient pas dû avoir cet handicap, elles auraient dû correspondre à la norme humaine qui a telle capacité. Et j'ai l'impression qu'un des risques à susciter cette réponse-là, en fait, chez les philosophes, c'est de revéhiculer un truc qui va pas, qui est au cœur du validisme aussi, de dire il y a des humains normaux et puis il y a les autres. Et en fait, ça va pas du tout de dire ça. Ces tentatives de justification qui sont vraiment qu'on peut dire de la gymnastique, sont pas très convaincantes lorsqu'on gratte un peu. L'argument de la potentialité, on a tous énormément de potentialité pour beaucoup de choses qui nous donnent pas des droits automatiquement. Je pourrais potentiellement devenir le premier ministre, je ne peux pas gouverner en ce moment, je peux pas donner des ordres à l'armée ou à quoi que ce soit. Donc cette potentialité ne dit pas grand-chose. Si on revient à la potentialité, là, c'est encore plus grave concernant l'avortement. Tout avortement serait moralement à prohiber parce que même dès la conception, il y a un potentiel. Donc jusqu'où s'arrête le potentiel? Et aurait pu développer, effectivement, c'est encore une fois, pour des raisons similaires, problématique. On est en train de trouver des arguments, ce qu'on appelle ad hoc, qu'on justifie autrement par après, alors que, puis ça, c'est ce qui devient intéressant lorsqu'on lit la littérature sur les droits des personnes qui ont un handicap contre le validisme, c'est de dire, la conversation est mal partie si on définit l'être humain ou des droits moraux et politiques sur des bases qui mettent à la marge certains individus. Il faut que dès le début, tout le monde soit au centre, sans ambiguïté. Faut pas faire deux catégories de citoyens, deux catégories de personnes, et dans l'annexe, on va régler certains cas qu'on a oubliés. Non, il faut, surtout sur quelque chose d'aussi fondamental que les droits universels, il faut pas d'ambiguïté. Il faut dès le début avoir une conception de ce qu'est l'être humain, où tout le monde est au centre. Ouais. Et c'est là qu'à mon avis, il y a un potentiel d'alliance extraordinaire et qui fait en partie, qu'il faut mettre encore plus clair,
c'est que plutôt que de simplement utiliser ce fameux argument des cas marginaux ou marginalisés, de revenir à la base du statut moral, et à mon avis, c'est la vulnérabilité, la sensibilité, la sentience, de rappeler que dans de telles notions, il n'y a pas de marge. Tout le monde est également inclus dès le début. Et donc, on a une vision de l'être humain qui est beaucoup plus intéressante. Plutôt qu'on s'intéresse à certaines propriétés très exigeantes, relativement élitistes, et finalement, on les a pas tous à tous les stades de notre vie, on pourrait les perdre, etc. On a une vision de pourquoi il faut protéger l'être humain, étant donné sa sensibilité, sa vulnérabilité. Ça, c'est au cœur de l'expérience humaine. Et ça devient vraiment un renversement de perspective. Parce que tout à coup, les personnes qui ont un handicap ne sont plus l'exception. Ça devient même l'archétype de ce qu'est fondamentalement un être humain. Ça devient l'exemple le plus clair. Si on est capable de vraiment prendre au sérieux les besoins, les intérêts des personnes qui ont un handicap, on va faire avancer les droits de tous les êtres humains. On va vivre dans une société beaucoup plus inclusive. Et donc là, on a une richesse extraordinaire qui est pas comprise par les spécistes qui ont des arguments fortement capacitistes. Et donc, on a une occasion de leur rappeler que leur vision de l'être humain, elle appauvrit les droits humains plutôt que de l'enrichir. Ouais, et qu'à l'inverse, c'est pour ça que dans vos articles et dans vos prises de parole, vous êtes plutôt optimiste sur la possibilité de penser ensemble ces questions-là. La conclusion, c'est pas de dire faut jamais parler parallèlement de spécisme et de capacitisme ou jamais en parler ensemble. En fait, vous, c'est ce que vous faites dans votre thèse, vous parlez des deux, mais dans une perspective d'émancipation commune et d'inclusivité, en fait, de tous les individus, justement, qui ont des intérêts. Et il y a une façon de le faire qui est beaucoup plus productrice et qui peut faire que les deux mouvements se renforcent, en fait. C'est l'espoir que j'ai, je suis optimiste, je suis loin d'être original là-dessus. En fait, je m'appuie entièrement sur ce dont vous venez de parler, les travaux de Zoopolis. Je cite énormément, abondamment les perspectives, justement, contre le capacitisme, dans leur perception, dans leur théorie de la politique. Et une autre qui est très connue, c'est Sunora Taylor, effectivement, qui milite dans les deux camps, elle-même qui a un handicap, qui en parle très très bien dans ses textes. Une bonne manière de s'introduire justement à cette pensée-là, mais elle articule toujours les deux notions ensemble, à quel point qu'il y a des intérêts communs, des soucis communs. Et donc on gagne justement à chercher l'émancipation conjointe. Mais peut-être une condition pour pouvoir vraiment bien le faire, c'est que à minima, du côté du mouvement antispéciste, on soit bien informé, on s'informe davantage finalement sur les questions antivalidistes. Et vous dites même qu'au-delà que ça permette de ne pas aller renforcer une oppression en luttant contre le spécisme, beaucoup mieux comprendre le capacitisme, vous défendez que ça peut même permettre de mieux lutter pour la cause animale, de mieux la penser et de mieux lutter contre le spécisme. Oui, exactement. Je pense que c'est pas juste une occasion de jumeler les luttes, mais de s'enrichir mutuellement. Et de comprendre que l'éthique animale peut en fait gagner en outil de manière de défendre les animaux. Et l'une des contributions majeures, justement, des personnes qui travaillent sur le handicap, ça a été le modèle social du handicap. Le modèle social du handicap se définit par contraste avec le modèle plus traditionnel qu'on peut définir comme étant le modèle médical. Notre perception, notre définition même de ce qu'est le handicap se fait dans des termes tragiques, comme si c'était un manque. Les personnes ont moins de capacité intellectuelle, capacité à bouger, ils ont moins de sens pour percevoir le monde. Donc c'est comme, il y a toujours quelque chose de négatif et personne ne souhaite avoir un handicap et donc il faut le traiter médicalement. N'est-ce pas, avec que ce soit aussi des chaises roulantes ou des béquilles, bref, pour essayer de pallier ce manque pour que l'être humain puisse être plus fonctionnel. Ça, c'est assez réducteur, puis c'est beaucoup ce qui est critiqué. Ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas. Le contraste, des fois, il est un petit peu caricaturé, comme si c'était deux visions qui s'opposent. Mais en fait, c'est pour rappeler simplement qu'il y a une autre perspective pour définir le handicap. C'est la perspective sociale, que l'on produit du handicap dans la manière dont on a conçu notre société, avec les standards de ce qu'est un être humain pleinement fonctionnel. Par exemple, la manière dont on imprime des livres. On a choisi de le faire avec de l'encre sur une page, parce que, comme ça, la plupart des gens vont pouvoir lire. C'est sûr que c'est pratique. Mais on aurait pu décider de faire que, à partir d'aujourd'hui, tous les livres sont imprimés en braille. Bon, beaucoup de gens vont devoir apprendre à lire le braille. Et certaines personnes seraient alors avantagées. Mais dans les deux cas, il n'y a rien qui est naturel. C'est un choix de société. Et à travers ces choix-là, on vient activer ou désactiver certaines capacités des individus. Donc, lorsqu'on construit effectivement les bâtiments avec des escaliers plutôt que des rampes ou des ascenseurs, on vient de donner la possibilité à certaines personnes d'aller à l'étage ou de ne pas pouvoir s'y rendre. Pour bien comprendre le modèle social du handicap, on peut penser à la surdité.
le fait d'être sourd ne crée réellement de difficultés que dans une société conçue pour les entendants. Mais ce n'est pas la surdité en elle-même qui est un handicap. C'est l'environnement social et les choix politiques qui rendent certaines situations handicapantes. Par exemple, imaginez un événement où la majorité des participants sont sourds. Tout se passerait en langue des signes et les informations seraient visuelles plutôt que sonores. Et bien dans ce contexte, ce seraient les entendants qui auraient du mal à suivre, faute que le mode de communication utilisé soit adapté à leur capacité, s'ils ne connaissent pas la langue des signes. Ça montre bien que ce n'est pas la déficience qui crée directement le handicap, mais l'écart avec un environnement qui ne prend pas en compte la diversité des manières de fonctionner. Donc quel est l'intérêt ici? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette distinction à propos des animaux? C'est pour décentrer un petit peu cette vision qu'on parle strictement en termes de propriété des individus. Les personnes qui travaillent sur le handicap parlent beaucoup plus justement de propriétés qui sont un peu activées, désactivées par les types de sociétés dans lesquelles on vit. Puis j'aime ça le rappeler aussi, on oublie que la rationalité dont on se pète les bretelles, l'être humain est rationnel, n'est-ce pas génial? Ce n'est même pas une propriété d'un individu. C'est une propriété qui est développée par une société, par son investissement dans l'éducation d'un individu pour qu'il puisse devenir rationnel. Donc c'est pas quelque chose qui apparaît ex nihilo. Voici, maintenant tu es rationnel, bravo, tu as été capable d'être rationnel. C'est favorisé par la société. Et c'est même pas une propriété de l'espèce humaine. On pourrait être encore biologiquement des êtres humains, mais on n'a plus de système d'éducation, on n'a plus de société. L'espèce humaine survit encore, mais n'a plus ses capacités rationnelles qui sont développées par l'éducation. Ah oui, je vois. C'est la question de dire le handicap, ça dépend pas de propriétés uniquement individuelles, ça dépend de l'interaction avec des conditions sociales. Et si les conditions bougent, on peut se trouver plus ou moins handicapé ou plus handicapé du tout si d'un coup les conditions nous permettent vraiment qui sont adaptées et pensées par rapport à nous, c'est ça. Et en fait aussi, c'est des choses qui varient au fil de la vie. Enfin, c'est très construit en fait. C'est beaucoup plus construit qu'on l'aurait cru initialement dans le modèle médical. Tu l'exprimes très très bien. Et c'est pour ça qu'on parle d'une oppression. On mobilise certaines ressources de la société pour favoriser le fonctionnement de certains individus et non celui de d'autres individus. On a construit nos sociétés, par exemple, pour avoir des lumières aussitôt qu'ils commencent à faire sombre. On ne le voit pas comme étant un handicap parce que là, on prend pour acquis que la plupart des êtres humains ne sont pas nyctalopes et donc ils ont besoin effectivement de sources de lumière la nuit. Mais pour une personne, par exemple, qui est aveugle, mais ça ne changera rien parce qu'elle ne répond pas aux standards de l'être humain. Mais on oublie que c'est aussi une technologie de faire des lumières et on investit énormément de ressources, énormément d'efforts, d'ingéniosité pour développer ces systèmes d'électricité ou d'autres sources de lumière. Il y en a un qu'on voit comme un handicap et non comme un autre. Mais la notion centrale, je l'ai pas encore nommée, puis c'est probablement la plus grande richesse qu'on peut emprunter pour l'éthique animale, c'est celle de la dépendance, qui est tellement mal perçue dans nos sociétés. On aspire à l'indépendance, c'est comme si c'était indigne de devoir quelque chose aux autres, on aurait une dette. Et les animaux, peut-être justement, ils sont dépendants, sont moins capables, donc on va se donner le droit d'intervenir dans leur vie, de décider à leur place. Mais la notion de dépendance n'est pas perçue de la même manière, justement, lorsqu'on adopte le modèle social du handicap. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une propriété de certains individus qui n'ont moins de chances que les autres. C'est une propriété partagée par nous tous. On est tous dépendants des uns et des autres pour fonctionner, pour se développer, ne serait-ce que par quelque chose de très terre à terre pour se faire à manger. Je ne sais pas comment faire de l'agriculture. Je ne saurais pas comment construire de l'électricité pour chauffer ma nourriture. OK, je préfère un feu. Mais même l'agriculture, je pourrais pas survivre en hiver avec ce que je suis capable de produire dans quelques tomates de jardin. On nécessite un réseau de personnes qui ont différentes divisions du travail, justement de spécialisation, qui nous aident à survivre et c'est essentiel. Personne vit tout seul sur une île. C'est drôle parce que c'est pas perçu comme des dépendances. Il y a certaines choses qui sont perçues comme des dépendances et pas d'autres, mais en fait, on est tous interdépendants et on s'en rend pas compte le plus souvent. Et on devrait le valoriser, ça nous rend tellement plus humbles, tellement plus humains, puis on va beaucoup mettre notre énergie à la bonne place. Si on se rappelle cette interdépendance, où sont les besoins, comment est-ce qu'on peut s'entraider les uns et les autres, plutôt que de chacun aspirer à cette indépendance un peu mythique, qui oui, elle existe, mais elle existe sur un continuum. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est modulé, c'est variable, c'est sur un continuum. On est tous et toutes dépendants sur plusieurs aspects, et ça mérite d'être valorisé. Et ça, en fait, c'est aussi des préjugés très capacitistes. On a cette peur-là de dépendre des autres. Par exemple, Sunora Taylor, elle aborde des textes là-dessus, je pense pas dans son livre Brave Bête, mais ailleurs. Il y a des personnes qu'on peut entendre dire « Moi, je pense que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue si je ne suis plus capable d'aller aux toilettes tout seul. »
N'est-ce pas? Ça m'enlève la dignité de prendre mon bain avec quelqu'un. Si je ne suis plus capable de me laver, je préférerais qu'on mette fin à mes jours. Ce préjugé, je l'entends très souvent. Il est très partagé dans la société. Cette vision-là, lorsqu'on perd nos capacités, la vie devient moins intéressante. Maintenant, posons la même question, mais du point de vue des personnes qui, justement, ont besoin d'assistance pour aller aux toilettes, pour se laver. C'est violent, ce qu'on vient de leur dire. Comme si leur vie valait moins la peine d'être vécue. Ouais. Et on le voit pour nos animaux domestiqués aussi. C'est tout à fait naturel. Nous sommes des êtres de corps. Nous avons des besoins physiques. On va trouver des manières de s'en occuper. Il n'y a absolument rien d'indigne à être accompagné pour certaines tâches. Oui, donc en fait, ça permet vraiment... Il y a eu plein de théorisations dans les mouvements à la fois activistes et de théorisation des études du handicap, et en particulier des études critiques du handicap, qui font naître plein de réflexions qu'on n'avait pas avant, qui sont révolutionnaires, qui nous permettent de repenser complètement la façon dont on existe en fait, et dont nos sociétés sont constituées, et qu'est-ce qui est au cœur, c'est-à-dire l'interdépendance qui nous est commune à tous. Et ça, c'est des choses qui valent aussi en fait pour les autres animaux, enfin, qui peuvent aussi naître, émerger, être en interaction avec la façon dont on pense l'exclusion des autres animaux, de la même façon que c'est une façon de penser l'exclusion des personnes handicapées en fait. Et ça, c'est très, très clair dans l'ouvrage Zoopolis de Sudhir Wilkimenika. Il s'inspire beaucoup, il hérite beaucoup de ses réflexions sur la notion de dépendance. On avait discuté la dernière fois, justement, des critères de la citoyenneté. OK, c'est vrai, ce ne sont pas toujours des critères que les animaux domestiqués vont spontanément vouloir exploiter. Certains oui, certains non, différents degrés, OK. Mais si on a besoin d'aide ou non pour pouvoir exprimer nos besoins, pour pouvoir établir des règles, ce n'est pas un frein à la citoyenneté. C'est juste une réalité pour chacun d'entre nous. Et le but d'une société juste, ce n'est pas de faire une liste et de cocher, voir qui est dans telle case et qui de l'autre côté. C'est de se poser la question, quelles sont les ressources dont chacun des membres a besoin pour mener une vie heureuse dans la société. Et ce sera peut-être pas les mêmes outils pour tout le monde. Ça, c'est très, très clair lorsqu'on travaille sur le handicap. Ça n'existe pas une solution qui convienne à tout le monde. En fait, oui, à certaines manières, on peut adapter ce qu'on appelle le design inclusif. Il y a des manières d'être plus inclusif de différentes fonctionnalités. Mais justement, il faut adapter beaucoup d'environnements pour penser à différents types de corps, différents types d'intellect, différents types de besoins, de soucis, de sensibilité, par exemple, au bruit et à la lumière, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde a la capacité de pouvoir jouir de la société et de ses services. Oui, complètement. Une des choses dont vous parlez dans votre chapitre d'ouvrage, c'est que malheureusement, comme on n'est pas encore suffisamment informé, y compris les antispécistes, sur les questions de capacitisme, en fait, dans les arguments même qu'on déploie couramment pour défendre les animaux, des fois on retombe en fait dans des types d'arguments qui sont validistes, qui sont capacitistes. Et par exemple, vous parlez d'un argument qu'on entend effectivement tout le temps, de dire les cochons sont plus intelligents que les chiens. Donc ça montre bien que les enfants, en fait. Même. Ah oui, on dit ça aussi, ouais. Que les enfants de 4 ans, des fois. Ouais, enfin, d'utiliser une comparaison d'intelligence pour dire vous mangez l'un et pas l'autre, donc pourquoi vous faites ça, c'est pas justifié. Oui, c'est ça, exactement, oui, tu le rappelles bien. Je dis pas encore une fois qu'il faut absolument arrêter de faire de tels arguments. Je pense que ça a une certaine pertinence pour comprendre les besoins et les capacités des différents individus. Mais ça présuppose une hiérarchie de valeurs en fonction des capacités cognitives d'une personne. Puis ça, je trouve ça délicat. C'est vraiment bizarre. Ça revéhicule l'idée que l'intelligence serait un critère pertinent pour savoir si un individu mérite d'être mangé ou pas. Alors qu'en fait, c'est problématique de sous-entendre ça. C'est ça, c'est quoi ensuite les conséquences sur les poissons? Je pense que tu as eu un très bon épisode sur les crevettes aussi. On va pas se poser ces questions-là. Si ce sont des êtres qui ont une vie mentale, des besoins, qui ont une capacité à souffrir, ça devrait suffire. Peu importe s'ils sont capables de comprendre certains problèmes de mathématiques. Puis un autre exemple aussi de slogan, d'idées reçues qui courent abondamment, cette idée de la voix des animaux. On veut être la voix, les représenter, alors que les animaux ont déjà des capacités d'expression. Et le fait aussi d'avoir une voix ou non, c'est pas pertinent, mais les animaux ont déjà une voix. Puis ça aussi, il faut le rappeler. Ah oui. Des fois, on sous-entend, on parle des animaux comme les sans-voix dans le mouvement antispéciste. Et ça, c'est un peu problématique parce qu'en fait, ils en ont une. C'est juste les humains ont tout fait pour pas l'entendre et pour pas l'écouter. Mais en fait, ils essaient de nous exprimer des choses. Ils le font très clairement souvent. Je pense qu'il faut souvent se rappeler que nous sommes des porte-voix, nous sommes des alliés pour les animaux, mais il faut que la libération animale soit à leur image. Quel genre de vie ces animaux-là ont envie de vivre, avec qui ils ont envie de passer du temps, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça qui devrait nous préoccuper. Ouais, en fait, on voit même comment être
beaucoup plus attentive collectivement dans le mouvement aux questions du capacitisme, ça nous permet déjà de ne pas revéhiculer cette oppression-là, mais aussi en fait de mieux faire attention aux caractéristiques des autres animaux pour qui on essaye de lutter, de mieux comprendre certaines des questions, de mieux repenser nos espaces pour que ça devienne des espaces plus inclusifs pour toutes les personnes humaines et animales. En fait, c'est une vraie richesse et j'espère qu'on arrive à véhiculer ça dans cet épisode, à quel point c'est une richesse dont on a tort de se priver, d'essayer de s'informer bien davantage sur cette question-là qui est connectée à plein d'autres en fait. On peut imaginer une société beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissante en intégrant effectivement ces valeurs-là, ces manières de regarder les choses. Pour résumer tout ça, on a donc vu 4 types de problèmes potentiels avec l'argument des cas marginalisés et quelques précautions qu'on peut prendre pour essayer d'éviter ces écueils. Premier problème, parler de cas marginaux. Présenter les personnes en situation de handicap cognitif comme des exceptions, des individus à intégrer dans une norme humaine supposée, renforce leur altérisation et perpétue une vision capacitiste. Ces personnes ne sont ni marginales ni moins humaines. Pour éviter ça, on peut privilégier l'expression cas marginalisé pour rendre compte du processus capacitiste qui marginalise activement certaines personnes dans nos sociétés. Deuxième problème, l'argument peut se retourner contre les personnes handicapées. L'argument des cas marginalisés met en tension notre intuition spéciste et notre intuition égalitariste. Mais si l'intuition spéciste l'emporte, ce qui est souvent le cas dans nos sociétés profondément spécistes et capacitistes, alors au lieu d'inclure les animaux dans la considération morale, on risque plutôt d'exclure encore plus les personnes en situation de handicap. Pour éviter ça, il est essentiel de toujours réaffirmer sans ambiguïté l'égalité humaine et les droits des personnes en situation de handicap lorsqu'on utilise cet argument. Troisième problème, l'exploitation conceptuelle du handicap. Beaucoup d'antispécistes mobilisent le handicap de manière purement abstraite, comme un simple cas d'étude philosophique, sans tenir compte du contexte réel d'oppression validiste, ni s'appuyer sur la littérature antivalidiste. Cela invisibilise les personnes concernées, leur théorisation et leur lutte. Pour éviter ça, il vaut mieux renvoyer vers les références anticapacitistes, rappeler à quel point ce n'est pas un acquis, et que beaucoup reste à faire pour abolir le validisme, et donc ne pas instrumentaliser la question du handicap uniquement pour servir un argument en faveur des animaux. Quatrième et dernier problème, le risque d'animalisation. L'argument des cas marginalisés peut renforcer, même involontairement, l'idée que certaines personnes seraient, entre guillemets, moins humaines, car, toujours entre guillemets, plus proches des animaux. Pour éviter ce glissement, on peut rappeler explicitement, en la dénonçant clairement, l'animalisation historique des personnes handicapées. Sur cette question, on peut renvoyer au livre Braves bêtes, Animaux et handicapés, même combat, de Sunora Taylor. Ainsi, ces critiques ne remettent pas nécessairement en cause la pertinence de l'argument des cas marginalisés en lui-même, mais elles montrent qu'il doit être manié avec énormément de précaution. Et à vrai dire, c'est la raison pour laquelle je l'ai plutôt évité jusque-là dans le podcast. Parce que je n'étais pas sûr de pouvoir suffisamment bien le faire sans risquer de revéhiculer des cadrages capacitistes. Et j'espère de tout cœur que c'est pas le cas de cet épisode. Je vous recommande vivement Nos existences handi de Zig Blanquer. C'est un ouvrage que j'ai trouvé absolument éblouissant et qui a profondément changé ma compréhension de la question du validisme. Et c'est poétique, en plus d'être brillant. Et je vous encourage aussi à suivre les travaux des collectifs antivalidistes comme le CLÉ, collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, et le collectif Les Dévalideuses. J'en profite aussi pour annoncer la sortie au printemps du 2e numéro papier de la revue L'Amorce, la revue contre le spécisme, avec un dossier spécial consacré justement au lien entre spécisme et capacitisme, et notamment un article de Frédéric Côté-Boudreau sur cette question. Enfin, petit teasing, dans la 3e partie de cet entretien, on va encore plus loin en se penchant sur la question spécifique de l'autonomie, qui traverse à la fois la question animale et la question du handicap. On verra comment une redéfinition beaucoup plus inclusive de cette notion permet d'enrichir considérablement la réflexion commune. Voilà, qu'est-ce que j'oublie ? Ah bah oui, bisous.